Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board. J'accueille avec moi aujourd'hui Estelle. Bienvenue au Board. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Alors, je suis super contente de t'avoir. Donc, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, on va te présenter tout à l'heure. Vraiment, on a de la chance de t'avoir. Alors, Estelle Porcher qui est avec nous aujourd'hui est directrice innovation du groupe L'Oréal. Rien que ça. Alors, vous n'allez pas en croire vos yeux, mais aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de trucs super intéressants. Enfin, moi, que je trouve vraiment enrichissant pour tout entrepreneur ou manager qui se respecte. On va parler d'innovation. Alors, je prends déjà les devants parce que peut-être certains d'entre vous vont me dire « Oui, mais quoi? Mais nous, on n'a pas le même budget que L'Oréal pour innover, etc. » On va en parler. On va trouver des pistes d'innovation accessibles pour toutes les bourses et un peu pour tous les types d'entreprises. Donc, aujourd'hui, avec Estelle, on va parler innovation, on va parler comment innover sur son marché, comment créer de nouveaux produits. On va parler de stratégie de marque, on va parler de stratégie tout court, parce que je pense qu'en tant que pur produit L'Oréal, si je puis dire, tu as roulé ta bosse sur de nombreux départements et beaucoup d'expertise en matière de stratégie de marque notamment qui vont nous intéresser. Estelle, j'ai fait un gros teasing déjà sur toi et sur cet épisode. Et j'aimerais bien que tu nous en dises un petit peu plus sur ton parcours et ce qui t'amène à occuper ce poste qu'aujourd'hui, je pense, beaucoup de monde aimerait avoir, ou en tout cas qui intéresse beaucoup de nos auditeurs et auditrices. Alors, raconte-nous comment tu as fait pour en arriver là. Eh bien, moi, j'ai fait donc, traditionnellement une école de commerce et j'ai fait mon stage de fin d'études chez L'Oréal et je suis restée. Et donc, ça fait 25 ans. Et j'adore quand je raconte ça à des étudiants, il y a toujours un moment d'effroi et d'incompréhension. Ça leur semble impossible de rester 25 ans dans la même entreprise. Mais en fait, j'ai eu des jobs et des expériences hyper variées et du coup, je me suis jamais ennuyée. C'est-à-dire que j'ai commencé par du développement marketing chez Lancôme, où je découvrais du coup là la relation des femmes à la beauté au Japon, en Corée, donc c'était génial. Après, j'ai fait l'ouverture de la Chine pour Vichy en 98. Donc, je ne sais pas si vous pouvez imaginer comment était le pays en 98 et la transformation qu'il y a pu y avoir en 20 ans, c'est juste incroyable. Et puis après ça, je suis partie à Londres pour Ralph Lauren. Après, je suis revenue en France sur Vichy, où là, j'étais donc à la direction marketing internationale. Ensuite, j'ai bougé sur une JV qui était Nestlé L'Oréal sur des compléments nutritionnels de beauté. Et pour finir, il y a 10 ans, je rejoignais la direction de l'innovation du groupe qui se crée. Waouh! Alors, ouais. effectivement, pardon, mais on a du mal à se rappeler aussi le panorama de marque et la présence mondiale de ce groupe qui est L'Oréal. Donc, on voit que tu as déjà beaucoup voyagé, tant transversalement que dans les pays et dans les cultures. Et je pense que c'est ça aussi qui a façonné ton terreau, un peu ton creuset pour l'innovation d'aujourd'hui. Donc, je t'ai coupé, pardon, tu étais encore en train de... Oui, c'est ça. En fait, c'est ça, c'est qu'en fait, au fil du temps, j'ai étudié, observé des hommes et des femmes dans le monde entier. Donc, à 25 ans, je creusais les femmes japonaises, les coréennes, les chinoises. À 30 ans, j'étais sur l'acné, les hommes, la ménopause. À 35 ans, c'était l'Inde. À 40, c'était le Brésil et l'Afrique du Sud. Et puis après, j'ai travaillé sur les seniors partout. Et à chaque fois, ce que j'aime, en fait, c'est comprendre de quoi ces hommes et ces femmes ont besoin. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Comment on peut leur simplifier la vie? Comment on peut leur faire plaisir? Essayer de trouver des idées, inventer des produits ou services qui va correspondre exactement à ce dont ils avaient envie, mais qu'ils n'avaient jamais formulé comme tel. Donc, mon travail, c'est de créer des innovations, des produits innovants pour toutes les marques en soins visage pour le groupe. Ben, c'est fabuleux parce que ce qui m'intéresse aussi dans ton parcours et ton expérience, c'est que tu as touché à différents types de clientèle. Donc, les gens qui nous écoutent, ils peuvent avoir vraiment cette résonance vis-à-vis de ton parcours en se disant, tiens, je travaille sur les seniors ou tiens, je travaille sur les femmes ou peu importe. Donc ça va être bien. Et puis, je précise aussi que le board, c'est une communauté business dans laquelle on continue la conversation avec toi à l'issue de cet épisode, sur les réseaux sociaux notamment. Je mettrai les descriptions dans la description comment on peut te joindre. Donc, si nos auditeurs, auditrices ont des questions à te poser, voilà, ils peuvent te contacter et du coup, te solliciter aussi sur leurs demandes et leurs questions sur l'innovation. Alors, avant qu'on commence vraiment sur l'innovation, que tu nous donnes tes conseils, quel genre de dirigeante es-tu, Estelle, au quotidien? Alors, je dirais que je suis curieuse, empathique, créative, enthousiaste, visionnaire. J'adore travailler sur le futur. Moi, c'est vraiment mon gros moteur, c'est de travailler sur le futur.
Et j'aime embarquer des équipes sur des projets. Donc, c'est définir le cadre, donner envie, les motiver et ensuite les laisser transformer et construire de façon hyper autonome. Donc, j'aime ce qui naît de l'échange de plusieurs cultures, que ce soit au sens, on va dire, géographique de la culture, mais aussi ça peut être en termes d'âge, en termes de formation. Donc, c'est quand on travaille avec des scientifiques, des gens qui viennent de la finance ou du légal ou du marketing ou des techs. Et c'est tout ce mix qui est super riche et qui fait qu'on arrive à faire des innovations. Et pour terminer, je dirais que je suis très résiliente. Ce petit sourire, il se cache derrière tout ça, sans doute de bonnes anecdotes, mais tu vas nous raconter ça à la suite de l'entretien. Dis-nous un peu sur quel genre d'innovation tu travailles pour qu'on comprenne bien ton scope et puis tes recherches du moment. Alors, si ce n'est pas confidentiel, bien sûr. Voilà, je ne peux pas vous dire ce sur quoi je travaille en ce moment vraiment, sinon il va falloir que cet enregistrement s'auto-détruise dans les 5 minutes. Et la plupart des projets sur lesquels je travaille en ce moment, ils verront le jour dans 2 ans et dans 10 ans. Moi, c'est mon horizon de temps, il est wow. Très long. Parce qu'ensuite, les innovations dans les marques, elles sont sur un horizon de temps entre, en gros, 6 mois à 2 ans. Et donc, moi, je suis en amont, en fait, des marques. Par contre, je peux vous dire celles sur lesquelles j'ai travaillé très récemment. Donc, notamment, un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est le sujet des boomers. Donc, les femmes qui sont la génération du baby-boom, qui ont grandi pendant les 30 Glorieuses, qui ont fait le mai 68, qui se sont battues pour la libération des femmes, qui ont brûlé leur soutien-gorge, qui étaient femmes d'affaires dans les années 80 et qui sont à la retraite maintenant. Et en fait, il y a peu de marques qui leur parlent, il y a peu de produits qui sont vraiment faits pour elles. Et souvent, on ne les laisse pas parler et elles sont un peu, on va dire, invisibles parce que assez peu représentées dans les films, dans les séries, dans la publicité. Donc, elles ont vraiment cette impression de disparaître. C'est-à-dire qu'à la fois, l'âge de la retraite, on a un statut social qui change. Et en plus, elles ont l'impression de disparaître aussi de la vie autour d'elles. Et il y a peu de produits qui sont adaptés pour elles, pour leurs envies, pour leur changement morphologique ou pour leur type de peau. Donc ça, c'était vraiment un sujet qui me tenait à cœur parce que j'aime vraiment travailler aussi sur on va dire des cibles, donc des hommes ou des femmes à qui on ne parle pas d'habitude ou pas de cette façon-là. Et j'adore travailler justement sur ces gens, on va dire, un peu invisibles et les rendre de nouveau visibles. Donc là-dessus, ça a donné des projets, notamment chez Edge Perfect, chez L'Oréal Paris, avec un produit qui s'appelle Rosy Glow, qui apporte en fait de l'éclat à la peau. Comme ça, immédiatement, j'ai travaillé sur la ligne de make-up, tout ce qui était aussi la coloration des cheveux. Un projet que j'ai adoré, c'est le Non-Issue de Vogue au UK en mai dernier. Donc, c'était une édition spéciale de Vogue qui a été faite uniquement par et pour des femmes de plus de 50 ans. Ça, je trouve ça génial. Et les retombées ont été incroyables parce que que ce soit des femmes de cet âge-là ou des femmes plus jeunes, elles ont toutes dit qu'elles trouvaient ça génial de enfin montrer et de montrer de façon hyper jolie et hyper naturelle des femmes qui étaient plus âgées. Et souvent, des marques peuvent se dire, mais si je fais des produits pour des gens plus âgés, je vais vieillir ma marque. Et en fait, pas du tout, c'est super moderne. Et les plus jeunes générations, elles ont besoin de cette inclusivité aussi. L'inclusivité, c'est à la fois en termes d'ethnie, c'est en termes de forme de corps, mais c'est aussi en termes d'âge. Tu veux dire que ça a renforcé aussi ton marché, y compris sur des publics qui n'étaient pas ciblés à la base par ton innovation. Oui, tout à fait. Et donc, voilà, donc j'ai des gros sujets sur le féminin. D'accord. Parce que ça fait partie des sujets qui, moi, m'animent, que ce soit à la fois le sujet du féminin dans l'entreprise, que je trouve hyper intéressant, et aussi comment parler différemment aux femmes à travers les produits et les innovations sur lesquels je travaille. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a une touche personnelle entre ça, à savoir les combats et les choses qui t'animent. Et aussi, tu relis le point entre ça et ce qui se passe dans la société en ce moment. Alors moi, j'ai une question pour toi, Estelle, c'est comment tu fais pour détecter les tendances de la société, les tendances lourdes, un peu les choses qui vont se passer dans le futur, comme tu disais? Alors, en fait, on a 2 grandes sources d'inspiration. Il y a d'un côté des grandes études sociologiques de fond.
donc qui analyse les grands courants sociétaux au niveau… Alors nous, on les regarde au niveau du monde parce que on a des marques qui sont partout dans le monde. Et donc, il y a ces grandes tendances de fond en termes de société. Et ensuite, on regarde comment ça s'applique, nous, au monde de la beauté. Et quelles sont celles qui sont le plus justes et qui vont avoir une résonance et comment est-ce qu'elles vont s'adapter à nous, notre domaine de la beauté et à nos marques. Donc, dans ces grandes tendances de fond, bien sûr, il y a l'écologie et le développement durable. Donc, ça, personne n'y échappe, aucune marque, rien n'y échappe. Et donc, ça, tout le monde doit absolument y aller. Il y a tout ce qui est les nouvelles identités, la fluidité des genres. Il y a la digitalisation. Donc, évidemment, aucune marque ne peut échapper à la digitalisation. Du coup, relié aussi à ce côté de je veux tout ici et maintenant et tout de suite. OK. Donc, ça peut se traduire à la fois soit par des services et quand je vois quelque chose, je veux pouvoir l'acheter et être livré tout de suite, comme je veux de la transformation immédiate ou très rapide et je veux de l'efficacité, je veux que ça se voit tout de suite. Ensuite, de ce pendant de digitalisation qui est du coup un peu plus froid et un peu tout seul chez soi, il y a l'augmentation de tout ce qui est expérientiel, soit dans les lieux physiques, soit à travers des produits où on va demander plus d'expérience. On le voit notamment dans la nourriture, dans les bonbons pour les plus jeunes générations, où il y a les goûts sont très exacerbés, il y a du très piquant, il y a du très acide. Donc voilà, c'est comment est-ce qu'on joue sur les sens, encore plus face à un monde qui est de plus en plus digital. Il y a la santé. Donc, tous les mouvements de santé, les courants de santé et le besoin de transparence. Donc, en gros, là, on est sur les grandes tendances et puis après, on travaille, après, on les affine, nous, on regarde comment ça s'applique à nos marques, nos produits. Donc, ça, c'est le premier truc. Ça fait déjà pas mal déjà de tendances qui se croisent et sur lesquelles on peut travailler, quoi. Parce que là, il y en a déjà 5 là, que tu as citées. On va les relister aussi dans la description. Donc, ça, c'est les tendances de fond, un peu les grosses vagues de fond. Ouais. Et après, ce qui est intéressant, pour plus de détails, voilà. Et alors après, ce qui est intéressant quand on regarde les tendances, c'est de pas travailler sur une seule, où on commence à avoir des choses intéressantes. Et ce qui se passe, c'est quand on commence à en croiser 2 ou 3. Par exemple, si je croise le digital avec l'écologie, avec la santé. Hop, là, j'en ai 3. Et du coup, si je trouve un produit ou un service ou quelque chose qui est à la croisée de plusieurs tendances, c'est là où on commence à avoir des choses qui sont beaucoup plus intéressantes et plus pertinentes que d'aller prendre juste une seule tendance. Donc, on a ça, donc ces grandes études de fond. Et après, la deuxième façon pour moi de me nourrir, c'est d'écouter, d'observer les hommes et les femmes, que ce soit chez eux ou sur Internet ou dans des groupes Kali, par exemple. Mais déjà, rien que de l'observation sur Internet, sur les commentaires, quand on est sur des plateformes d'échange où des gens font des commentaires sur des produits ou discutent entre eux sur des sujets, là, on peut déjà avoir plein de choses qu'on appelle chez nous des insights, donc qui sont la façon dont les personnes vont parler de leur peau, ça peut être de tout, ça peut être de la façon dont je passe la tondeuse, de ce qui m'embête quand je passe la tondeuse. Et c'est beaucoup d'observation. Et alors, toi qui es pro dans ce monde-là, parce que moi, un des trucs auxquels je pense souvent, c'est que on a beaucoup de biais dans le monde du business, on a beaucoup de biais de confirmation. On regarde les datas, mais d'une certaine manière, est-ce qu'elles confirment un peu notre point de vue, etc. Donc, toi, quelles sont tes méthodes, tes méthodologies d'observation pour rester le plus proche possible du réel et pas biaiser tes observations pour bien comprendre les attentes de tes clients? Alors, c'est effectivement pas facile, notamment quand, par exemple, si moi je vais voir une jeune femme en Corée chez elle et qu'elle m'explique et qu'elle me montre toute sa routine du matin ou du soir, quels sont les produits qu'elle met, ou si je fais ça en Inde, si je fais ça en Afrique du Sud ou au Brésil, il faut effectivement pas tomber dans un côté un peu colonialiste, ou de l'observation où on va mettre ses biais à soi de culture, mais de réussir à vraiment s'immerger dans la culture pour comprendre le pourquoi, le d'où ça vient, c'est quoi la motivation un peu de fond, et de voir aussi dans l'environnement en fait ce qui va conditionner l'utilisation d'un produit. Par exemple, est-ce que mon produit
où est-ce qu'il est stocké? Est-ce qu'il est dans ma chambre? Est-ce qu'il est dans ma salle de bain? Ça veut dire que mon utilisation sera différente. Est-ce que j'ai l'eau courante, pas l'eau courante? Est-ce que j'ai l'eau chaude, pas l'eau chaude? Tout ça va conditionner aussi des utilisations de produits en plus de choses culturelles liées à la beauté. Et quelles choses pour moi, pour les autres? Quels éléments un peu perturbants, enfin en tout cas surprenants, tu as vu au travers de ces observations-là en situation? Tu peux avoir, par exemple, tu vas en Inde et donc tu es chez une femme qui t'explique tout ce qu'elle fait et elle fait sa routine. Et à un moment donné, tu vois qu'elle sort un fer à repasser et elle se repasse les cheveux sur son lit pour les lisser. Donc là, forcément, tu te dis, bon, il y a besoin de quelque chose. C'est pas super pratique du tout de son fer à repasser. C'est la première fois au tout début, donc quand j'ai commencé sur le Japon, quand tu te rends compte que les femmes, dans leur routine, tous les matins, elles utilisent 11 produits. Wow. Et OK. Alors là, alors maintenant, après, tout le truc, c'est de comprendre pourquoi. Donc, ces 11 produits, ils sont tous spécifiques, ils ont une fonction, ils ont... toi, quand tu le regardes de l'extérieur, juste, tu ne comprends pas, et c'est justement essayer de voir pourquoi. Okay. Et après, les biais, c'est effectivement quelque chose qui est difficile. Et moi, je te dirais que c'est relativement instinctif. Est-ce que c'est vraiment développer l'empathie? Donc, et essayer de le regarder en essayant de comprendre le pourquoi. Ok. Donc, moi, je suis très une fervente croyante du marketing empathique. Alors, moi, tout ce que je fais est fait pour ça, en fait. Mais c'est vrai qu'on pourra conseiller aussi à ceux qui nous écoutent d'aller voir ton LinkedIn parce que tu partages souvent des articles intéressants où tu as une approche, je dirais, presque de rupture par rapport à des grands groupes ou des directeurs marketing et tout qui vont parler que insight. Ça va pouvoir des fois être un peu froid. Toi, je trouve que vraiment dans ton propos, tu essaies vraiment toujours de réconcilier le client en tant que consommateur, que personne engagée, que personne qui a une vie privée en fait, et tu vois, de t'inscrire en tant que marque dans son environnement. Donc j'aime bien là, ce que tu partages, on mettra aussi quelques liens. Donc là, évidemment, toi, tu es dans un super groupe qui met le paquet sur l'innovation, ça c'est sûr, et je devance les questions qu'on va nous poser qui sont, oui, mais moi je suis pas L'Oréal, j'ai pas les budgets pour investir, etc. Est-ce que toi qui évolues dans cet écosystème depuis longtemps, est-ce que tu peux nous dire un peu quels sont les freins principaux à l'innovation et ce qui empêche les entreprises d'être innovantes? Alors moi, je pense que le frein principal, en fait, c'est la peur. C'est la peur ou c'est le manque d'envie ou alors c'est parce qu'on a envie d'avoir quelque chose qui soit parfait. Et donc, on travaille sur une innovation et on travaille à l'infini sur cette même innovation pour qu'elle soit entièrement maîtrisée, qu'elle soit parfaite. Et du coup, la fin du projet est repoussée d'échéance en échéance et ne voit jamais le jour. Donc, je dirais c'est à la fois le manque d'agilité ou de prise de risque. Parce qu'une innovation, c'est pas forcément cher, ça ne nécessite pas forcément du budget. Aller voir, avoir justement ces fameux insights consommateurs. Moi, il y en a plein que j'ai juste en regardant des séries, par exemple. Par exemple, il y a un extrait, donc, quand on travaille sur le féminin, et j'ai pas mal travaillé aussi sur tout ce qui était autour de la ménopause, quand on voit, il y a un épisode de Fleabag dans la 2e saison, je crois que c'est le 3e épisode, où il y a Christine Scott Thomas qui vous parle de la séduction après 50 ans et le fait que quand on rentre dans une pièce, plus personne ne vous regarde, et qu'ensuite, elle vous fait une diatribe sur la ménopause qui est absolument géniale. Et c'est du vrai ressenti de femme. Après, quand je travaille sur les femmes plus âgées, il y a tous les épisodes de Grace et Frankie où, pareil, il y a plein de choses et qui permettent de montrer aussi et de montrer aux gens à qui on présente les projets après, leur montrer concrètement qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire. Ça peut, par exemple, je fais des salons, je fais des congrès scientifiques, donc ça c'est un petit peu plus complexe d'accès, mais bon, moi j'adore, donc je fais des congrès scientifiques, mais il y a aussi aller à Maison et Objets, les salons du packaging, juste aller dans les rayons moi dans les rayons alimentaires, j'adore, hein. Rayons alimentaires, dans tous les pays où je vais, je fais forcément les rayons alimentaires et je trouve toujours plein d'idées, des idées de packaging, des idées de texture, des idées de mots,
Donc, ce que tu veux dire, c'est que c'est à la portée de tous. En plus, il y en a plein qui vont adorer, là, qui vont dire, attends, je vais dire à mon patron que je regarde Netflix et c'est une façon pour moi de créer les futures innovations de ma boîte. T'es extra, tu vois, tu penses à nous faciliter le quotidien. Ouais. Donc, finalement, ce que tu dis, c'est que c'est pas que le budget. Mais bon, imagine quand même qu'on est un patron, on veut mettre en place un département innovation, ou en tout cas, on veut booster l'innovation, parce que je suis pas sûre qu'il faut la cantonner à un département. D'ailleurs, chez vous, c'est tout le monde qui s'en empare, mais si on a un petit budget, on commence par quoi? On fait quoi pour mettre en place une dynamique d'innovation dans sa boîte? Alors, pour moi, c'est avant tout, c'est mettre l'humain, le consommateur au centre et être capable de l'observer, de le regarder. C'est vraiment penser à chaque fois consommateur. Et c'est avoir dans des équipes des gens qui sont un peu des libres penseurs, des visionnaires, mais qui aiment inclure et embarquer des équipes sur des projets. Moi, je ne crois pas du tout au chien fou solitaire, l'espèce de génie fou qui avance tout seul. Alors, ça peut marcher s'il avance tout seul et qu'il fait sa start-up, mais dans une structure un peu plus grosse, ça ne marche pas parce qu'il finit effectivement par être tout seul sur son chemin et il a réussi à embarquer personne et du coup, c'est compliqué. Donc, il faut avoir des gens qui mettent du lien et qui aiment embarquer les autres dans leurs projets. Et il faut leur laisser la liberté, leur donner les moyens de réaliser des projets. Et à travers les moyens, justement, c'est pas que budget, mais c'est aussi la légitimité. Donc, c'est les appuyer, les encourager sur leur chemin et qu'à chaque fois, ils se sentent légitimes au sein de la structure pour avancer. Une question peut-être bête, mais tu vois, on parle aussi des managers, de la légitimité. Est-ce que vous, par exemple, vous donnez des objectifs d'innovation à vos équipes? Quel genre d'objectifs on pourrait donner? Alors ça, c'est compliqué. Donc moi, sachant que je suis dans une culture d'entreprise qui est pas méga organisée comme peut l'être une entreprise américaine. Donc, on est quand même plus sur des objectifs un peu qualitatifs plus que sur du quantitatif. Donc, moi, mon objectif par an, c'est si je fais une innovation de rupture par an, c'est parfait, tout le monde est content. Ok. Non, mais écoute, au moins, c'est quand même pratico-pratique. Tu vois, je pose souvent la question à mes invités, quoi. Quel genre d'objectifs ils ont, qu'est-ce qu'on peut donner? Parce que c'est peut-être parfois par là aussi qu'on peut commencer à inciter les managers à travailler sur des idées. Je pense, par rapport à ce que tu dis, l'objectif aussi de mieux connaître et mieux écouter ses clients, ça pourrait être un objectif pratique et simple à mettre en place, comme par exemple inviter un client à déjeuner ou s'inviter dans la voiture ou d'un client, par exemple, pour mieux comprendre, ça pourrait être une piste. Exactement. Justement. Et après, l'autre chose aussi qui est importante, c'est dans des équipes d'innovation, c'est d'avoir des équipes pluridisciplinaires. Ok. Donc, c'est-à-dire en fonction des projets, de voir quelles sont les compétences dont on a besoin et d'avoir justement des équipes pluridisciplinaires parce que c'est de ça que naît en fait des choses différentes. Si on n'a qu'un seul mode de pensée. Ouais. Toi, tu n'as pas d'équipe fixe alors? Tu prends tes équipes, tu les pioches dans l'entreprise en fonction de tes projets, c'est ça? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on a, alors à la recherche de L'Oréal, il y a 5000 chercheurs dans le monde. J'ai un peu ça comme vivier. Et puis après, il y a les équipes de la DGO, donc ce qui va être le packaging, il y a des équipes techniques. Et en fonction des projets, on peut monter on travaille avec certaines personnes, on met des équipes ensemble. Et ça se monte comme ça à chaque fois en fonction des projets. Et c'est de ça que naît, parce que quand on va avoir à la fois, je fais un physico-chimicien, un biologiste, on va mettre quelqu'un du packaging, on met un marketeur, on va mettre quelqu'un qui connaît très bien les études conso, et on met tout ça ensemble, puis on met un designer, et c'est ça qui fait avancer les choses en fait, et qui fait qu'à la fin, on a un truc qui est chouette. Ah ouais, ça a l'air chouette en tout cas. J'aimerais bien travailler avec des gens comme ça, si différents, c'est top. Moi, tu me diras, c'est pour ça que j'ai créé le board, hein, comme ça je peux avoir des conversations avec des gens aussi différents que ça, mon micro, donc c'est top. Si on termine sur l'innovation, quel challenge, quel défi tu as envie de lancer à nos auditeurs pour peut-être les mettre un peu sur la voie d'être plus innovants dans leur business? Eh ben, c'est prendre le temps d'observer ses consommateurs et ses clients et d'avoir une observation bienveillante.
Cool. C'est juste être là, juste regarder comment ils font. On a eu comme ça un exemple que je trouvais génial où c'était sur des tondeuses à gazon. Et donc, on se demandait, voilà, sur la tondeuse à gazon, comment innover sur la tondeuse à gazon. Et juste en regardant les gens et la façon dont qu'est-ce qui peut être un frein quand ils passent la tondeuse, bah, c'est le fil. Au début, les gens réfléchissaient, on pourrait tondre, je sais pas, 2 cm de plus, 2 cm de moins, attention sur les bordures, comment on fait, etc. Machin. Et en fait, non, le truc le plus chiant, c'est le fil électrique. Ok, bah écoute, non mais c'est bien. Tu vois, ça va remettre l'église au centre du village, comme on dit, et puis ça va peut-être nous inviter à faire des innovations simples, mais de rupture. Parce que ce que je comprends aussi, c'est qu'une innovation de rupture, ça peut être quelque chose de simple. Exactement. Et pour moi, c'est exactement ça. C'est que une fois qu'elle est là, c'est une évidence. La tondeuse à gazon sans fil, c'est une évidence. Alors pourquoi ça n'a pas été fait? Voilà, ça va. On va tous se creuser les méninges à la recherche de notre future évidence. Ça va être trop bien. Alors, pour terminer la partie de l'entretien, là, plutôt pour en savoir un peu plus sur toi aussi et sur ta vision du business, je suis sûre que tu vas me parler d'innovation, mais peut-être pas que. À ton avis, quand on est dirigeant, quelles sont les activités principales qu'on doit avoir, sur lesquelles on doit se concentrer? C'est donner la direction, donner du sens, partager une vision, un cadre et laisser de la liberté. Moi, je sais que pour moi, la liberté, c'est un truc qui est hyper important, mais c'est la liberté au sein d'un cadre. C'est-à-dire que laisser juste les équipes dans la prairie tout seul, certains trouveront leur chemin tout seuls, et puis il y en a d'autres qui ne trouveront pas, parce qu'on a quand même besoin d'un cadre. Et puis, on ne fait pas de l'innovation juste pour le plaisir de faire de l'innovation. Je crois qu'on doit rentrer quand même dans un contexte de business. Et donc, c'est ça, c'est un cadre, c'est de la vision, c'est de la direction et de la liberté. C'est-à-dire que quand tu mets les gens dans la piscine, c'est sans les requins et c'est avec des cours de natation. J'aime beaucoup cette image, parce que c'est vrai que des fois, on voit des versions un peu, on va dire, plus laisser faire. Et ce qui, pour moi, est voilà, pas où je te jette dans la piscine et on voit si tu te débrouilles tout seul. Quoi. Ben non, aucun intérêt. Voilà. Non, mais c'est bien, je garde ton image, on va la garder pour nos apprentis managers aussi. Tu parlais de résilience avec un petit sourire en début d'interview. Qu'est-ce que ça cache, Estelle? Dis-moi, est-ce que tu as connu des échecs, des problèmes dans l'innovation ou autre? Est-ce que tu as des souvenirs que tu as envie de partager avec nous? Alors oui, des échecs, j'en ai eu plein. Et plein quand notamment on n'arrive pas à convaincre sur un projet. Parce que moi, je travaille en fait sur des projets où ensuite, il faut que j'embarque des équipes. Et si j'arrive pas à les convaincre, personne ne travaille sur mon innovation et mon innovation, elle ne voit jamais le jour. Donc ça arrive. Donc certains projets ne voient jamais le jour. Donc certains, je les abandonne parce qu'effectivement, en cours de route, je me rends compte que finalement, ils n'étaient pas essentiels ou trop loin de nos marques à nous. Ça ne sert à rien de s'acharner dessus. Et puis, il y en a d'autres où je sens qu'il y a vraiment quelque chose. Et je me dis, OK, j'ai pas dû bien l'expliquer, j'ai pas dû... Et ce qui fait que je sens qu'il y a vraiment quelque chose, en fait, souvent, c'est purement intuitif. Et c'est juste 25 ans de sédimentation, de connaissances marché, consommateurs, d'observation. Et c'est super difficile à expliquer. Et souvent, c'est pour ça, en fait, que je ne vais pas réussir à convaincre, c'est que je n'aurais pas forcément réussi à trouver l'argument le plus juste pour expliquer pourquoi ce projet est important. Donc, en général, je le laisse un peu en jachère, mais je continue à travailler dessus, en fait, en sous-marin. Et je retravaille l'angle, je retravaille sur comment le rendre plus juste, comment mieux le présenter, comment affiner le projet, trouver la meilleure façon pour convaincre. Et je ne lâche pas, je reviens de façon inlassable. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on parle de résilience. Donc, je sais que certains projets sur lesquels j'ai pu travailler, il m'a fallu 2 ans. Entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment où j'ai pu lancer officiellement le projet, il m'a fallu 2 ans.
Écoute, j'allais te féliciter parce que pour quelqu'un qui aime bien le temps du futur, moi je me reconnais assez là-dedans, bah, tu as quand même un temps très long aussi avant l'éclosion de tes projets, donc c'est quand même beaucoup, beaucoup de travail avant d'y arriver. Ce que j'aime bien aussi dans ton idée, dans ton approche, c'est que tu es un peu comme un funnel où tu as entre la petite graine, le début de ta discussion, puis l'éclosion du projet, il se passe des fois des années et que tu essayes de travailler sur tous les stades d'innovation en même temps pour avoir toujours des innovations sous le coude. Donc ça, c'est top. Et du coup, toi, quand tu regardes aussi l'environnement dans lequel tu te situes, peut-être les concurrents, peut-être les clients, etc., est-ce qu'il y a des business models ou des dirigeants qui t'inspirent particulièrement et qui sont une inspiration pour toi au quotidien dans l'innovation? Alors, il y a une femme que j'ai adorée, c'est Maud Bailly. Alors, j'ai jamais travaillé avec elle, mais je l'avais vue dans une conférence. Donc, elle est CDO chez Accor et elle expliquait qu'elle était un sachet de thé. Et j'ai trouvé le truc génial parce que ça correspond exactement à ce que je suis et à ce que je fais. C'est-à-dire que le succès des projets sur lesquels je travaille ou de l'équipe avec laquelle je travaille, en fait, le succès, il se mesure à la capacité à infuser. Donc, infuser une culture consommateur, infuser une culture d'innovation et que ces innovations, elles soient totalement appropriées dans la structure. C'est-à-dire que moi, les projets sur lesquels je travaille, ensuite, je les présente aux marques. Ensuite, ils sont, on va dire, digérés par les marques qui vont se les approprier, qui vont les mettre à façon pour chacune de leurs marques et les rendre identitaires. Et du coup, voilà, ce que j'ai fait ensuite est totalement transformé, adapté par les marques. Et que quand ça marche, c'est qu'effectivement, elle a été totalement avalée par la marque et qu'ensuite, elle sort. Et c'est ça, donc c'est un sachet de thé. Tout à l'heure, on voyait mieux, là c'était un peu pixelisé, mais derrière toi, j'ai vu un livre sur Leonardo da Vinci et c'est vrai qu'en termes d'innovation, je crois qu'il en connaissait un rayon. Ouais, je me posais la question si, à part L'Oréal, tu avais des activités ou des lectures ou autres, des choses rien à voir avec ton boulot qui t'aidaient à être plus créative, à être plus innovante. Alors, c'est des choses que moi, j'aime faire. Alors, je ne sais pas si c'est ça qui me rend plus créative ou plus innovante, mais en tout cas, c'est des choses que moi, j'aime faire et qui me nourrissent tout court. Alors, je ne vais pas vous dire que je me lève à 5 heures du matin tous les jours pour faire de la méditation, du yoga et un semi-marathon, parce que ça, c'est pas moi. Et j'ai aucune injonction de ce genre à partager. Non, moi, ce qui me recharge, c'est de discuter, c'est d'aller dîner avec des amis, c'est d'aller voir des spectacles de danse contemporaine, d'aller voir des concerts de rock. Voilà. Moi, c'est ça qui me nourrit le plus. Okay. Et donc, ce que j'aime dans la danse contemporaine, c'est tout ce qu'on peut exprimer et raconter juste avec des corps. Wow. Et du coup, tu as des, je sais pas, des spectacles de référence ou des petites rêves comme ça à nous proposer en danse contemporaine si on s'y connaît pas du tout et qu'on a envie de voir un petit peu comment voyager un peu dans ton monde? Alors, bon, je prends des abonnements à la Villette ou au Théâtre de la Ville et je me fais du coup plein de choses. Alors, j'adore Pina Bausch, j'adore Hofesh Schechter qui font des choses absolument magnifiques. Crystal Pite aussi, j'ai découvert cette année, j'ai trouvé ça magnifique, c'était à Garnier. Et puis il y a plein de choses, juste je découvre, en fait je connais pas et je prends une place et je vais voir. Ouais, c'est cool. Et ça, c'est peut-être aussi la magie des abonnements quoi, qui permettent ça. Donc, bon, ben top. Et une dernière question peut-être pour ma part, parce que bon, je sais que tu travailles, toi, dans une entreprise qui est déjà très inclusive par nature, hein, que ce soit pour ses clientes ou ses collaboratrices. C'est vrai que L'Oréal, on le cite souvent comme un exemple de culture d'entreprise où voilà, il y a une grosse part qui est faite à l'inclusion en général, et y compris des femmes. Toi, tu fais partie des femmes dirigeantes qui ont aussi une approche inclusive pour favoriser l'équité, notamment des femmes à des postes de direction. Est-ce que tu as un petit mot, un avis, une recommandation, un conseil pour celles et ceux qui ont envie aussi d'œuvrer pour ça? En fait, ce que je trouve intéressant dans l'inclusivité et la mixité, notamment homme-femme, parce qu'il y a plein de types de mixité dans une entreprise, mais dans la mixité homme-femme, c'est toujours ce côté avoir différents points de vue et différentes façons de faire. Parce qu'il y a des archétypes de management masculin, et il y a d'autres archétypes de management dits plus féminins.
qui sont plus empathiques, qui sont... Et je trouve qu'en fait, avoir un équilibre dans une entreprise ou dans n'importe quel groupe de travail, c'est de ça que naît la richesse. Quand on n'a qu'une seule façon de faire et qu'un seul type de valeur, en fait, c'est pas très riche et c'est pas très intéressant. Et moi, en fait, ce qui a été vraiment un déclencheur là-dessus, bon, j'ai eu une mère ultra féministe, mais qui m'a toujours élevée moi, j'ai toujours eu cette impression que je pourrais faire tout ce que je voudrais. Et qu'il y avait, que mon sexe n'avait absolument pas d'importance et n'était pas, que ce soit pour mes études, pour tout, c'était insignifiant. Et moi, j'ai été élevée avec cette croyance-là. Et en fait, j'ai réalisé beaucoup plus tard, donc genre une petite dizaine d'années, j'ai réalisé qu'en fait, non, c'était pas forcément le cas et c'était pas le cas pour tout le monde. Et notamment, j'ai fait une formation Eve, qui est sur le management un peu au féminin, et qui m'a ouvert les yeux sur plein de choses, notamment sur effectivement ces modèles un peu plus féminins, où parce que je suis une femme, je vais prendre les choses d'une certaine façon, ou manager des équipes d'une certaine façon, qui je pensais était juste liée à moi et pas liée à ma condition ou à mon sexe. Donc ça, j'ai trouvé du coup que c'était super intéressant. Et surtout, ce que j'ai adoré, c'est que à cette formation, on devait être genre 350, quasiment que des femmes, il y avait 10% d'hommes, tout le reste c'était des femmes, et j'ai trouvé qu'il y avait une force mais incroyable. Eh ben, le fait d'être entourée de femmes, il y avait vraiment une force qui se dégageait, parce qu'un côté très bienveillant et une force du féminin que j'ai trouvé fantastique. Eh ben, écoute, je te redemanderai, et puis surtout n'hésite pas, y compris à tes, je sais pas comment on appelle, tes collègues ou tes condisciples, femmes ou hommes qui ont participé à ce programme. Ça me plairait aussi de les avoir sur ce podcast. Nous, c'est un podcast aussi inclusif. On essaye d'avoir une diversité de profils professionnels, hommes, femmes, etc. Donc voilà, ça me fera plaisir d'avoir des références de leur part. Écoute, en tout cas, merci pour cette conversation. C'est presque un peu court comme à chaque fois quand je vous ai au micro. J'espère que ça vous a plu en tout cas, et surtout n'hésitez pas à continuer la conversation avec Estelle, qui reste du coup à votre dispo sur les réseaux. On vous partagera tout ça. Je partage également ton compte LinkedIn, tes articles, tes références et puis tes inspirations du moment. Et puis j'espère que vous toutes et toutes qui nous écoutez, ça vous aura donné des idées pour être toujours plus créatif et innovant, quel que soit votre budget, votre organisation, parce que je pense que voilà, l'innovation a de beaux jours devant elle, que ce soit pour les produits ou même pour le management de nos équipes. Estelle, je te dis un grand merci. Écoute, merci à toi. Merci. Et puis, à la prochaine sur les épisodes du board. Alors, si tu as envie de parler ou d'entendre d'autres choses que de l'innovation, n'hésite pas. Tu verras, on a plusieurs experts à notre micro qui viendront nous ouvrir un petit peu le champ des possibles. Allez, à la prochaine, Estelle. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci.